And this afternoon at the Circuit de Catalunya, the sun is out, the smiles will be out. At 18 years and 227 days old, Max Verstappen wins a Formula One Grand Prix. Ça, c'est la première victoire de Max Verstappen en F1. Et il y a beaucoup de choses à raconter sur cette première victoire. Déjà parce que c'était la première course de Max dans un top team, et qu'il l'a gagnée, ce qui l'a fait rentrer définitivement dans l'histoire à ce moment-là. Mais aussi par la manière dont ça s'est fait. C'était il y a bientôt 8 ans quand même, et sans doute qu'il y a tout un tas de gens qui suivent la F1 aujourd'hui, qui n'ont pas vécu ce moment, ou qui s'en souviennent pas. Donc ça va être l'occasion un petit peu de revenir sur cette période. Donc, reposons le contexte. On est en 2016. À cette époque, on est encore en plein dans la domination Mercedes. 2016, ce sera d'ailleurs la saison la plus dominée par Mercedes. Les voitures, elles ont un rythme stratosphérique et ils ne laissent échapper sur toute la saison que 2 victoires. Et même pas à la régulière en plus, parce que l'une d'elles, ce sera en Malaisie quand Hamilton va voir son moteur partir en fumée alors qu'il est en tête de la course, ce qui lui coûtera le titre au passage. Et l'autre défaite, c'est quand, cette victoire de Max dont on va parler. Donc chez Mercedes, la voiture elle est exceptionnelle, mais le duo de pilotes, il l'est aussi. Ils alignent Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Si vous regardez la F1 que depuis récemment, vous connaissez peut-être pas Nico Rosberg, mais c'était un mec qui avait quand même pas mal de talent. Il a été un petit peu malmené par Hamilton quand il était avec lui, ce qui lui a donné une image de pilote un petit peu moyen, voilà, chez certains. Mais en même temps, c'est Hamilton, c'est un peu normal, et il a quand même fait une très belle carrière. Il a eu un titre quand même, et il a fait plein de belles courses. En tout cas, il a jamais été très très loin d'Hamilton en performance, et ça, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est qu'avoir 2 pilotes aussi bons dans une même équipe, avec une voiture dominante comme ça, c'est qu'évidemment, les deux, ils vont avoir envie d'aller chercher le titre. Donc même si Mercedes était devant et dominait tout, c'était la grosse bagarre. Et derrière Mercedes, il y avait les autres. Enfin, surtout Ferrari et Red Bull, parce que les autres étaient encore plus derrière. Mais au début de la saison, Max, il était pas encore chez Red Bull. Il pilotait pour Toro Rosso, la petite sœur de Red Bull, qui est maintenant aujourd'hui l'équipe Alpha Tauri. Et il y était depuis 2015, où il était d'ailleurs devenu le plus jeune pilote à rentrer en Formule 1 à 17 ans, un record qui ne sera probablement plus jamais battu, puisque la FIA a décidé, suite à ça, de fixer la limite à 18 ans. Donc, Red Bull, au début, ils alignaient Daniel Ricciardo et Daniil Kvyat. Et Daniil Kvyat, ce début de saison, ça va être un vrai chemin de croix pour lui. Il va enchaîner les contre-performances. À la première course, il va totalement rater ses qualifs et il va échouer 18ème. Bon, il prendra même pas le départ le lendemain sur des problèmes mécaniques, mais ça met pas en confiance déjà. Sur la deuxième course de la saison, il rate encore sa qualif, où il atterrit 15ème, et après il va faire une petite remontée en course et ça va pas trop mal se passer, mais ça reste pas terrible. Bon, faut savoir que les qualifs sur les premières courses de 2016, elles avaient un format un peu bizarre à élimination successive que la FIA a testé à ce moment-là, qui a jamais convaincu et qui est pas resté très longtemps. Donc il s'est fait piéger aussi par ce format, mais ça peut pas tout excuser non plus. Surtout pour Red Bull. Le troisième Grand Prix, bon, lui il se passe bien, il se qualifie juste derrière son coéquipier, il fait une course pas mal, il marque des bons points. Et cela, même si Vettel l'accuse d'avoir plongé ici comme un ouf, franchement de l'extérieur, ça ressemble pas non plus à un attentat. Non, son sort, il va être scellé au 4e Grand Prix, celui de Russie, où au départ, il va accrocher Vettel 2 fois. En 2 virages, et abîmant au passage la voiture de son coéquipier. Il décrochera pour cela le surnom de Torpedo, la torpille. Bon, oui, Kvyat, il a fait un mauvais début de saison. Après, c'était pas non plus catastrophique, hein. Il a fait une grosse connerie en Russie, c'est vrai. Mais il était pas si loin de Ricciardo en termes de rythme, et il a prouvé l'année d'avant qu'il était quand même capable de ramener des bons points à l'équipe régulièrement. Les mauvaises passes, ça peut arriver à tout le monde, et ça reste un pilote correct. Mais il a eu la malchance de vivre ça, alors que Red Bull avait un petit protégé en qui il croyait très fort, et qu'ils avaient bien envie de faire rentrer dans un top team. Donc après le carnage de Kvyat en Russie, chez Red Bull, on se regarde, on avait déjà envie de placer notre petit Max qui marche bien sur sa Toro Rosso. Il a pas fait de gros coups d'éclat encore, mais on sent un gros potentiel, et on le sent déjà prêt à passer à l'étape supérieure. Et on se demande, en voyant les déboires de Kvyat, si ça vaut quand même le coup d'attendre la fin de la saison pour venir mettre notre Max là, ou si on pourrait pas le placer dès maintenant. Et bien c'est l'option 2 qui va être choisie, et après le GP de Russie, la nouvelle tombe, Kvyat retourne chez Toro Rosso, et Verstappen prendra sa place chez Red Bull. C'est quelque chose qu'on voit vraiment pas souvent, surtout aujourd'hui, et surtout dans les top teams, de changer de pilote en plein milieu de saison comme ça alors qu'il n'y a pas de blessure. Donc c'est un move qui a pris tout le monde de court. Beaucoup n'étaient pas sûrs que Max soit prêt, il avait que 18 ans à cette époque, à conduire dans une voiture qui ira se battre pour des podiums, voire des victoires. Et c'est ainsi qu'on arrive au 5e GP,
l'Espagne. Tous les yeux sont braqués sur Max. Et il assure en qualif, parce qu'il se place 4ème, juste derrière son coéquipier, et derrière, en première ligne, les deux Mercedes, qui sont ultra dominatrices. Donc il est bien placé pour faire une bonne petite course tranquille, calme, et pour marquer des bons points pour l'équipe. Sauf que, au départ... And it's lights out and away we go. It was a super start from Nico Rosberg. Hamilton's got going as well, moves over to try and cut off his teammate, who now slips behind number 2. Daniel Ricciardo in third already. It's Sebastian Vettel pressurising Max Verstappen down the inside. Round the outside goes Nico Rosberg into turn 1, ahead of Lewis Hamilton. Then sets in Daniel Ricciardo, and then Sebastian Vettel ahead of Max Verstappen. Good start from Carlos Sainz. He's ahead of Valtteri Bottas. Round turn 3 we go, and it's Nico Rosberg, and Hamilton's onto the grass, and Hamilton's had a massive crash. And he's crashed into his teammate. The two Mercedes come together as Hamilton tried to pass on the inside. Alors, Rosberg et Hamilton, ils pouvaient pas se blairer. Ils étaient potes avant d'être coéquipiers, même potes depuis très longtemps. Mais dès qu'il a s'agi de commencer à se battre pour le titre, ils ont commencé à se mettre sur la gueule de fou. Ils se sont déjà accrochés à plusieurs reprises avant, mais ça a jamais été au point de faire abandonner les deux voitures. Cet accrochage, ça a vraiment été le moment le plus chaud de leur rivalité. Ah mais chez Mercedes, ça a été une vraie cellule de crise qui a été ouverte. Pendant la course, on parlait limite plus de ce qui pouvait bien se dire en secret chez Mercedes à la réunion express qu'il y a eu, là, que de la course en elle-même. L'accrochage en lui-même, il a fait beaucoup débat. Et les responsabilités font toujours pas l'unanimité aujourd'hui. Il y a encore des gens qui accusent Rosberg, d'autres qui accusent Hamilton. Les commissaires, eux, ils ont pas souhaité trancher et ont laissé l'équipe gérer tout en interne. Il y a eu plein de vidéos avec des montages et des flèches de partout pour indiquer que un tel ou un tel aurait pu faire ci, aurait pu faire ça, aurait pu éviter l'accident de telle manière. Faut se rappeler qu'en F1, tout va très très vite, et on peut agir que vraiment à l'instinct, et on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Hamilton, il a vu une ouverture, il s'est dit « vas-y j'y vais », et il s'attendait pas à ce que Rosberg aille le tasser jusque dans l'herbe. De l'autre côté, Rosberg, lui, il a vu Hamilton lui revenir dessus à pleine balle, il a pas voulu lui laisser la porte ouverte pour le virage d'après, il s'est pas posé de questions, il s'est dit « vas-y je ferme la porte », et il s'attendait pas à ce qu'Hamilton insiste. En fait, Rosberg avait fait une erreur. Il s'est trompé de mode moteur pour le départ de la course. Il a donc eu un gros déficit de vitesse de pointe avant de le réaliser et de re-switcher sur le bon mode. Ça a permis à Hamilton de revenir dans la ligne droite avec un gros delta de vitesse, beaucoup plus que si ça avait été une simple aspiration, ce qui a un peu dû surprendre les deux en fait. Alors, est-ce que Rosberg s'est décalé trop tard pour une défense? Est-ce qu'il a juste mal jugé le delta de vitesse qu'il y avait entre les deux voitures à ce moment-là? Ou alors est-ce que c'est Hamilton qui aurait pas dû plutôt freiner et ne pas tenter une attaque de ce style à ce moment-là? En vrai, les deux ils ont pas eu le temps de réfléchir à tout ça. Et peu importe les responsabilités, au final, le résultat est là, les deux voitures ont abandonné. Je peux vous dire que Toto Wolff, il était furibard. En plus, c'était devant le grand patron de tout le monde, parce que le PDG de Mercedes en personne était venu assister à la course. Donc c'était un énorme fiasco pour les flèches d'argent, mais le malheur des uns, ça fait le bonheur des autres. Évidemment, derrière, l'opportunité est incroyable. Peu importe ce qui se passe, aucune Mercedes ne montera sur le podium aujourd'hui. Et vu que à ce moment, une victoire qui n'était pas de Mercedes, ça arrivait tous les 4 mois, il fallait absolument pas rater cette opportunité. Donc après la voiture de sécurité qui permet d'évacuer les deux Mercedes, on en est là. Ricciardo mène la course, suivi par Verstappen, Sainz avec sa petite Toro Rosso qui a réussi à se glisser ici, et puis les deux Ferrari de Vettel et de Raikkonen. Vettel et Raikkonen vont rapidement se débarrasser de Sainz, et très vite la course va devenir une bataille à 4 entre les deux Ferrari et les deux Red Bull. Dans un premier temps, la victoire a l'air de pas trop mal se promettre à Daniel Ricciardo, qui mène tranquillement la course devant Max. Lui et Max se suivent et partent dans une stratégie à 3 arrêts au stand. Ferrari décide que Vettel va les suivre dans cette stratégie à 3 arrêts et que Raikkonen testera une autre stratégie à 2 arrêts. Après que tout le monde ait fait son premier arrêt, on se retrouve avec un Vettel qui va vraiment vite et qui recolle rapidement aux deux Red Bull. Max suit lui aussi de près Ricciardo. Ricciardo, à ce moment-là, il manque un peu de rythme, il met en danger la position de Max et Vettel se fait très menaçant. Donc chez Red Bull, on décide d'arrêter Ricciardo un peu plus tôt pour faire son deuxième arrêt. Vettel va le suivre pour couvrir sa stratégie et Max, vu qu'il a encore un peu de rythme avec sa gomme, en fait il continue. Et finalement Red Bull va décider pour Max qu'ils vont switcher sur une stratégie à 2 arrêts parce qu'il gère plutôt bien ses gommes. On se retrouve donc dans la situation suivante. Max se retrouve premier avec juste derrière Raikkonen qui est sur la même stratégie que lui, puis Ricciardo est troisième avec Vettel quatrième juste derrière, eux qui ont un peu plus de gomme et qui sont sur une stratégie plus agressive et qui enchaînent les tours qualif. Tout ce beau monde doit encore s'arrêter une fois. Verstappen et Raikkonen, sur leur stratégie un peu plus conservatrice, s'arrêtent d'abord, et puis on a Vettel qui va se jeter dans les stands un peu plus tôt que ce qui était prévu, pour pouvoir faire le fameux undercut à Ricciardo. Avec sa gomme plus fraîche, il s'assure de rouler suffisamment vite pour que quand Ricciardo va s'arrêter, il sortira derrière Vettel. 23 tours avant la fin de la course, Ricciardo s'arrête lui aussi. Sauf qu'évidemment, il ressort du coup derrière Vettel. Et on se retrouve sur le dernier relais avec tout le monde qui s'est arrêté, avec un Verstappen, 2 Raikkonen qui a plus de rythme que Verstappen et commence
course à le recoller, 3 Vettel et 4 Ricciardo. Vettel et Ricciardo ayant plus de rythme avec leur stratégie plus agressive que les deux gars de devant. Si Red Bull a opté pour une stratégie à 3 arrêts avec Ricciardo, c'est parce qu'effectivement cette stratégie était plus rapide sur le papier. Ricciardo il revient comme une balle sur Vettel, et avec le rythme qu'il a, s'il dépasse rapidement Vettel, il va pouvoir facilement revenir sur la tête de course et peut-être reprendre la première place. La tête de course n'est qu'à 7 secondes de Vettel, donc ils sont vraiment pas loin en fait. À partir de là, on va avoir deux batailles en parallèle. D'un côté, Ricciardo bute sur Vettel. Bien qu'il soit revenu très vite dessus, il se retrouve incapable de le doubler. Parce que... Barcelone. Ce circuit est un excellent circuit d'essai, mais pour faire la course... Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Malgré la grosse ligne droite de départ-arrivée, il y est très difficile de doubler. Notamment à cause d'un dernier secteur très sinueux qui empêche de bien rester collé au gars de devant quand on essaye de remonter et de prendre une belle aspi pour pouvoir après doubler dans la ligne droite. Vettel, lui, il s'est arrêté trop tôt, il avait plus assez de gomme pour pouvoir aller chercher la tête de course. Et Ricciardo, lui, il est bloqué derrière avec de la gomme plus fraîche, mais il n'arrive pas à le doubler. Il tentera même une manœuvre désespérée vers la fin de la course qui échouera. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Quand je pense qu'il y a certains moves d'Hamilton et de Verstappen qui sont qualifiés d'attentats, un vrai attentat, c'est ça, hein. Ça avait aucune chance de passer. D'ailleurs, Vettel s'est énervé à la radio en sortant une réplique qui est devenue assez culte maintenant. If I don't avoid that, he's just going straight to my car. Honestly, what are we doing? Racing or ping-pong? Enfin bref, dans cette bataille, on commence à comprendre que la victoire risque de jouer en fait entre Verstappen et Raikkonen. Du côté de ces deux-là, Raikkonen il devient très vite très menaçant. À 18 tours de la fin, Raikkonen recolle à moins d'1 seconde de Verstappen, donc il est dans sa zone de DRS, et vu le rythme qu'il affiche, on a du mal à voir comment Verstappen pourrait tenir. Déjà à cause du rythme, qui est l'avantage de Raikkonen, et en plus parce que 18 tours à retenir une voiture plus rapide que toi, quand t'as tout juste 18 ans, que c'est la première fois que tu mènes un Grand Prix de ta vie, et que tu te retrouves en position de le gagner, bah c'est quand même énormément de pression pour un gars aussi jeune. Et pourtant, Raikkonen il est très proche, longtemps, mais Verstappen soigne toujours très bien sa sortie de virage juste avant la ligne droite, empêchant Raikkonen de prendre suffisamment d'aspi pour pouvoir le passer. Il fait aucune erreur sur 18 tours, et Raikkonen n'a même pas une occasion de tenter un dépassement. Pas une seule. Verstappen passe le drapeau à damier, et il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de la F1, à 18 ans, 7 mois et 15 jours. Il a dissipé tous les doutes de tout le monde sur sa capacité à conduire pour un top team aussi jeune et à supporter la pression que ça représentait. En une seule course, sa première course pour Red Bull, dans une voiture qu'il découvrait, il a été capable de gagner un Grand Prix. Et avec la manière en plus. On savait que c'était un bon pilote déjà, mais c'est vraiment ce jour-là que beaucoup de personnes, moi y compris, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé le talent de ce gars, et on est plein à ce moment-là à avoir réalisé qu'il avait un gros potentiel et qu'il pouvait avoir un avenir radieux qui se profilait devant lui. Et pour ça, il nous a pas vraiment déçus.